Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle édition de Vue d'ici. Même si le taux du suicide est à la baisse, trop de personnes s'enlèvent encore la vie ici, comme au Québec. On en parle avec deux représentants du Centre de prévention du suicide de Lanaudière. En seconde partie d'émission, son parcours est marqué par les épreuves, mais porté par une force hors du commun. Nous recevons Gerda Amazan, une femme de cœur et de conviction, porte-parole du mois de l'histoire des Noirs dans Lanaudière. Chers auditeurs et auditrices, restez avec nous car ça commence maintenant. En 2023, il y a eu 69 suicides sur le territoire de la région Lanaudière et plus de 1000 au Québec. Chez nous, de 2019 à 2021, 83 de ces décès par suicide étaient menés à terme par des hommes. En cette 36e édition de la Semaine nationale de la prévention du suicide, nous accueillons deux personnes ayant cet enjeu à cœur. Premièrement, Ghislain Dufresne, porte-parole du Centre de prévention du suicide de Lanaudière, et Francine Desrochers, bénévole et co-animatrice de groupe de soutien qui est elle-même endeuillée de la perte de deux proches par suicide. Bonsoir vous deux. Bonsoir. Merci beaucoup de votre visite à Vue d'ici. C'est une semaine particulière quand même, une semaine importante de sensibilisation à la population. Puis on est heureux de vous accueillir ici, vous, des représentants de Lanaudière à ce sujet-là. Ghislain, en premier lieu, peut-être nous parler un petit peu, c'est quoi le Centre de prévention du suicide de Lanaudière? En fait, c'est un centre qui a été mis en place autour des années 2000 pour venir en aide aux gens, qui pensent au suicide, puis aussi pour venir en aide aux gens qui sont touchés par un suicide dans leur famille ou dans leurs proches, en fait. Parce que une fois que ça arrive, quand les gens partent, ça fait un trou. Un choc. Puis, oui, un choc. Puis le fait de parler de ça, bien, c'est très salvateur. Là. Ça vient beaucoup aider. Je suis probablement pas la meilleure personne de nous deux à en parler, mais je vais laisser la parole tantôt, puis ça va être encore plus intéressant. Mais c'est ça. L'idée, c'est de aider les personnes qui se sentent pas bien, aider les personnes qui entourent ces gens-là, puis aussi, on peut même installer du soutien dans les milieux, dans les écoles ou dans des milieux de travail. On en a vu ici dans la MRC des Moulins, d'ailleurs, là, des choses qui se sont faites. L'école de Prélude, entre autres, là, où il s'est vécu une situation de cet ordre-là récemment. Le thème, c'est Ensemble, tissons l'espoir. Peux-tu m'en parler un petit peu d'où vient Oui, ça? bien en fait, on a voulu prendre l'analogie d'un tissu. Tu sais, quand on regarde un fil, souvent un fil, c'est fragile, mais quand on se met à le tisser, puis à l'unir à d'autres fils, il devient solide. Puis ça permet de soutenir tous les autres fils qui sont à côté. Donc, c'est un peu ça. Tu sais, c'est une analogie pour dire... On est une société, il faut prendre soin les uns des autres, il faut avoir l'oreille faut être ouverte. attentif à ça. Oui, c'est ça. Parce que des fois, c'est des petits gestes, c'est pas toujours facile. J'ai un ami qui malheureusement, qui est passé à l'acte, puis on n'a rien vu venir, mais des fois, on peut le sentir. Il y a des personnes à qui j'ai déjà posé des questions sur est-ce que tu penses au suicide présentement parce que tu n'as pas l'air de bien aller. Puis c'était pas le cas, mais tant mieux si c'était pas le cas. Mais si ça avait été le cas, je suis sûr que cette personne-là aurait été contente de se le faire demander. La discussion était ouverte. Oui, exactement. C'est ça qui était l'avantage. Pourquoi plus de gars? Présentement, en ce moment, puis pourquoi dans Lanaudière, ça touche surtout les hommes de 50 à 65 ans, qui est une génération qui a grandi souvent à une époque où on était l'homme de la famille, on était celui qui faisait rentrer l'argent, on ne pouvait pas pleurer, on ne pouvait pas avoir d'émotion, on pouvait rien dire, on gardait tout en dedans. Puis la solution, quand ça va pas bien, c'est pas de garder tout en dedans, c'est de parler. Alors, ces gens-là, souvent, ils ont de la difficulté à s'ouvrir. Puis c'est pour ça qu'on essaie de les convaincre d'appeler à notre ligne d'appel, 1-866-APPEL, pour qu'ils puissent s'ouvrir. Francine, vous avez vécu, vous, en deux drames, disons-le, on va l'exprimer comme ça, deux proches. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer? C'est que moi, en ayant été suivie par le groupe de prévention du suicide, quand c'est arrivé pour mon fils, le deuxième décès, je me suis aperçue que
Si, mettons, une personne a un cancer du sein, souvent, elle va s'en aller dans un organisme où il y a des gens comme elle qui vont partager. Puis, fait que quand on se retrouve avec des gens qui vivent la même chose que nous, à ce moment-là, on se sent moins seul. Et puis, ça nous aide beaucoup à traverser cette épreuve-là. Ah, puis, vous l'aviez vécu avec votre le père de mes enfants. Le père de vos enfants aussi. Puis est-ce que vous aviez vécu cet isolement à ce moment-là, lors de ce premier décès? Bien, quand c'est arrivé pour le père de mes enfants, on n'était plus ensemble. Oui, c'est vrai que le contexte est un peu différent. Oui, mais j'avais mes 2 enfants, que c'était le père ben quand oui, même. Là, Fait que c'est d'essayer de traverser ça, de les aider. Mais quand c'est arrivé avec mon fils, là, à ce moment-là, j'avais besoin de support, de soutien. soutien. Ouais. Puis à ce moment-là, on a souvent... moi quand c'était ma période à moi, on avait 3 rencontres individuelles. Puis après ça, avec le groupe de soutien, avec d'autres gens qui vivent la même chose que nous. Et puis, ils se tissent des liens, puis on se sent bien moins seul, puis on traverse ça ensemble. Puis il ressort de ça souvent des amitiés très fortes quand on vit les mêmes choses. Un peu comme les gens qui sont atteints d'un cancer ou les gens Exactement. qui ont des défis à vivre, qui se partagent cette réalité-là, ça leur permet d'avancer. Vous, comment ça s'inscrit dans votre parcours, cette implication-là, d'aller plus loin? Mais moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que justement, quand j'étais suivie par ce groupe de deuil-là, que je le disais justement tantôt à Ghislain, les intervenantes sont formidables, ils sont formés pour nous aider, mais il y avait une bénévole qui était là, une dame que sa fille s'est enlevée à la vie 7 ans avant. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, elle est encore en vie ». Parce que je vais vous dire qu'on passe des périodes qu'on a, nous aussi, vous traversez des moments difficiles. Des moments tellement difficiles. Fait que là, je voyais que cette dame-là était impliquée puis qu'elle aidait les autres. Fait que là, moi, je me suis dit, moi, un jour, ma mission, je vais aller aider les autres comme moi, j'ai été aidée. Retourner à l'autre. Oui. Il y a une formation qui s'appelle Sentinelle. Peux-tu m'en parler un petit peu, Ghislain? Parce que vous l'avez suivi, je pense, vous pouvez peut-être échanger là-dessus. Oui, bien, en fait, c'est une formation qui est offerte à tout le monde. Quiconque est intéressé à vouloir développer un peu ses affinités à mieux détecter, en fait, peuvent suivre cette formation-là. Ils en donnent une dizaine par année au Centre de prévention du suicide. Ils forment une centaine de personnes par année. Puis ça prend une journée, là. C'est même, ils disent une journée, puis c'est moins long que ça. Puis on comprend un peu, c'est ça. En fait, on apprend un peu comment les gens qui pensent au suicide réfléchissent, puis comment ils peuvent se comporter, puis après ça, de quelle façon on peut détecter, quelles questions poser aussi, parce que c'est ça, moi, avant de faire cette formation-là, j'avais l'impression qu'il fallait pas dire le mot suicide, alors que c'est l'inverse, là. Donc, c'est ça. On est bien... Les médias disent ça, il ne faut pas en parler, mais on remarque qu'il y a quand même c'est démystifié de plus en plus en société, le terme suicide, d'être confronté à cette réalité-là, parce qu'elle est bien réelle, là. Bien, c'est ça, en fait. Puis le fait de le dire, des fois, c'est tellement enfoui que ça devient une soupape. T'sais, ces gens-là font comme, enfin, quelqu'un en parle, je vais pouvoir m'ouvrir. Fait que... Puis, puis ensuite de ça, en tant que sentinelle, on obtient aussi le support de tous les gens qui sont au centre de prévention. Fait que si jamais, nous, on a un contact avec quelqu'un, qu'on les dirige vers le centre de prévention, on peut aussi faire un suivi avec eux pour nous, parce que des fois, ça peut venir nous chercher aussi. Je comprends, Fait que c'est ça. C'est toute une équipe de soutien qui viennent encadrer les sentinelles-là. Vous avez suivi la formation? Oui, je l'ai suivi dans une couple d'années. Puis c'est ça, ça nous aide à détecter, puis après ça, essayer de les ouvrir à dire oui si vraiment ils ont des idées noires ou pas, et puis aller chercher l'aide pour eux, des fois, si eux, ils n'ont pas les outils. Bien, c'est ça, pour y aller. Bon, on ne peut pas faire une formation de sentinelle en quelques secondes, quelques minutes, mais est-ce qu'il y a des indices qui peuvent interpeller les gens par rapport à leurs proches qui pourraient avoir ce genre d'idées-là? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient les allumer par rapport à cet enjeu-là? Bien, en fait, souvent, c'est un changement dans l'attitude. C'est des personnes qui deviennent soit très renfermées tout d'un coup alors qu'elles avaient l'habitude de parler à tout le monde, ou des fois, c'est l'inverse. On a l'impression qu'il y avait une personne qui était comme tout le temps un peu gênée. Puis là, elle a l'air tellement bien tout d'un coup, puis ça peut paraître un peu absurde, mais c'est parce cette personne-là, elle a son plan maintenant, là, puis elle se sent bien avec ça. Fait que c'est un peu bizarre de dire faut peut-être s'inquiéter si la personne commence à trop bien aller, mais poser la question, ça ne changera rien.
En fait, si jamais c'est pas le cas, tant mieux. Mais si c'est le cas, bien, ça va peut-être ouvrir la boîte. Là. Donc, c'est une des façons aussi. Après ça, bien, c'est de poser les questions à savoir est-ce que la personne a déjà l'idée de comment elle veut faire sa tentative? Est-ce qu'elle sait où elle veut la faire, quand elle veut la faire? Puis là, plus il y a de détails, bien, habituellement, plus c'est inquiétant. Là. Puis c'est un... Bon, je ne vais pas nécessairement vous envoyer sur ce terrain-là, mais c'est parce qu'on n'a pas toujours ces indices-là là, comme proches. Non, bien, comme Ghislain disait tantôt, c'est exactement ça. Moi, dans le cas, mettons, de mon fils, c'est qu'il a arrêté de s'entraîner, il s'est isolé, il était, tu sais, là, il était décroché de la réalité sur laquelle il vivait. Exactement, auparavant. il était complètement à l'inverse de ce qu'il était. Et puis, j'en connais d'autres que c'était le contraire, comme Ghislain dit. Ils ont fait un souper avec leurs amis, comme quoi que le lendemain ou le surlendemain, il a passé à l'acte. Là, tu sais, fait que... Donc, il faut rester attentif à cette possibilité-là. Là. Oui. Puis il y a des périodes, est-ce qu'il y a des périodes dans l'année qui sont plus propices à ça? Février, ils disent le temps des fêtes. C'est une bonne question. J'avoue que personnellement, j'ai pas ces statistiques-là, mais... On sait que c'est les hommes, généralement. Oui, beaucoup d'hommes. C'est des séparations, c'est des pertes d'emploi, c'est... Ben moi, j'ai eu la chance de faire des entrevues avec des gens qui ont réussi à passer à travers. Là, on a fait une chaîne YouTube qui s'appelle le Chaîne de gars, où il y a des vidéos... Qui est associé au programme du Centre de prévention du suicide. Oui, c'est le Centre de prévention qui a fait ça. Puis les gens que j'ai rencontrés, des fois c'est une perte d'emploi, des fois c'est une peine d'amour. Des fois, ça peut être un accident quelconque. Il y a toutes sortes de... Il n'y a pas une chose en particulier qui provoque ça. Là, donc, c'est pas toujours simple, effectivement, mais ça arrive, c'est ça. Souvent que c'est relié à l'amour ou à la job. Ou au travail. Quelque chose qui brise dans l'histoire de la personne, dans la vie de la personne, quelque chose qui casse, puis il n'y a pas le sentiment d'être capable de passer à travers. C'est ça, exactement. Ça devient trop gros. Il préfère cette évasion-là que de confronter au quotidien à cette réalité-là. Là. Okay. Oui. Puis les ressources sont là quand même. On voit que c'est une semaine qui est propice à ça, là, donc les services que vous offrez là, au centre, entre autres. Oui, ça, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La ligne d'appel, elle est là, un 866-appel. Vous pouvez appeler. S'il y a une personne, des fois, la personne n'a pas le goût d'appeler toute seule, bien, je vous suggère de dire, bien, on va le faire ensemble, mais il faut que la personne soit là, c'est important, mais des fois, si le coup de main, c'est de dire on va le faire ensemble, puis tu vas pouvoir parler de par toi-même. Là, sinon, bien, il y a toutes sortes d'autres outils qui sont disponibles. On a mis, en fait, le Centre de prévention a mis en ligne, ça s'appelle le Passeport pour la vie. C'est un petit document qui est disponible de façon électronique, mais il est aussi en papier, mais sur le site, il est électronique, puis c'est... toutes les petites questions que vous pouvez poser, des vérifications à faire, puis c'est gratuit aussi, vous pouvez aller télécharger ça, là, c'est un bel outil. C'est un bel outil qui est là. Hein? Il nous reste à peu près 30 secondes. Qu'est-ce que ça vous donne, qu'est-ce que c'est la motivation pour vous de continuer? De continuer? Bien, c'est de donner de l'espoir. Et puis, à toutes les fois, comme là, je vais commencer un nouveau groupe de deuil en mars, là, et comme je disais à Ghislain tantôt, après une première ou une deuxième rencontre, là, souvent, je me retourne à ma voiture, puis là, j'ai quelqu'un qui m'attend puis qui me dit « Francine, tu me donnes l'espoir. Quand je vois que toi, tu continues, elle me voit sourire, j'ai pris goût à la vie. » Mais c'est sûr qu'on dit les vraies choses. Ils vont toujours avoir de la peine d'avoir perdu l'être cher, ou l'ami, ou peu importe. Mais la vie... Le mot espoir. C'est une belle finalité comme pour notre entrevue, le mot espoir. Hein? Donc, je vous remercie tous les deux, Ghislain et Francine, de votre visite à l'émission. Merci. D'avoir fait une différence. Je pense que d'avoir consacré une bonne partie de votre vie personnelle, professionnelle aussi en partie à ça, ça vous rend... c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup. Donc, en seconde partie d'émission, on reçoit Gerda Amazan, porte-parole du mois de l'histoire des Noirs dans la Nodière, une dame qui a transformé les obstacles en engagement et les blessures en moteur d'action. Restez avec nous. Par sa voix,
son vécu et son humanité, Gerda Hamazan nous rappelle que l'inclusion commence par l'écoute et le courage de se rencontrer. Un témoignage fort qui touche droit au cœur et qui nous invite à avancer ensemble. Bonsoir, Mme Hamazan. Bonsoir, M. Bordonado. Bienvenue à Vue d'ici. C'est un honneur de vous rencontrer. Merci beaucoup. Oui? Je tiens vraiment à vous remercier pour cette invitation. C'est un plaisir. Vous avez un CV assez impressionnant. En pré-entrevue, on s'est jasé et c'est assez impressionnant. Et ça explique un peu pourquoi vous êtes devenu porte-parole. Donc, porte-parole de la table du mois de l'histoire des Noirs dans la Naudière. Qu'est-ce que ça représente, ce titre, pour vous? Écoutez, je tiens vraiment à remercier cette émission parce que ça répond à ce qu'on veut apporter. C'est ce que la table veut apporter. Alors, oui, j'ai un parcours assez riche et c'est ce que je veux faire aussi en tant que citoyen, en tant que personne afrodescendante, de contribuer. Alors, le mois de l'histoire des Noirs de la Naudière, dont je suis la porte-parole, est une initiative de la table du mois de l'histoire des Noirs. C'est une structure qui regroupe plusieurs organismes communautaires et partenaires de la Naudière. L'objectif est simple. C'est comment travailler collectivement ensemble à faire reconnaître le parcours et la contribution des personnes afrodescendantes durant le mois. Et c'est une période où on parle beaucoup d'immigration, on parle beaucoup... Bon, il y a beaucoup de choses qui... C'est encore plus crucial, le rôle que vous allez tenir avec ce mandat-là. C'est vrai, parce que nous sommes dans un contexte international. Vous voyez ce qui se passe chez nos voisins, où il y a beaucoup, d'ailleurs, je dirais, au-delà de discrimination, mais manque d'humanité par rapport au traitement qui est vécu présentement à une catégorie de citoyens ou de personnes qui résident aux États-Unis. Et d'ailleurs, j'avais fait un petit clin d'œil parce que hier, il y a un juge qui a décidé carrément de défaire la décision qui allait porter sur TPS, que vous connaissez très bien, qui allait donner l'opportunité à beaucoup de pays, dont Haïti, de bénéficier de l'espace de travail, etc. Alors, un mandat comme ça, c'est sûr que l'immigration ne sera jamais trop loin en tant que personne racisée, puisque nous avons un parcours migratoire. Je dirais aussi, mais ce sera autre chose, puisqu'on sera dans la reconnaissance, on sera dans la valorisation, on sera dans la contribution des actions qui sont faites par les personnes afrodescendantes. On sera aussi dans le vivre ensemble. Et c'est là où on a à saisir la contribution que vous amenez dans l'interculturalisme, dans la richesse de l'engagement social. Vous en êtes un exemple criant d'être ici aujourd'hui puis de prendre place pour votre communauté, dans notre communauté, comme on dit, dans la vôtre d'ailleurs, qui devient la vôtre par conséquent. Comment ça fait écho à votre parcours personnel? Parce que, bon, vous avez vécu à Haïti, vous avez vécu des drames là-bas, vous aviez des rôles assez importants là-bas. Comment ça s'inscrit dans votre parcours, cette implication-là? Souvent, quand je regarde mon parcours, pourtant, quand on fait des choses, on ne le fait pas parce que vous allez avoir de reconnaissance, parce que vous savez, l'avenir, ça va être ça. C'est parce que vous avez vécu votre vie. Alors, quand je regarde le vécu de ma vie, je dirais que je suis un exemple de parcours réussi comme immigrant. Et quand je parle de réussite, ce n'est pas nécessairement la richesse comme on le voit, financière, non. Mais c'est ce qu'on a pu accomplir en tant que personne, en tant que citoyen, citoyenne, l'héritage qu'on a pu participer. C'est tout ça qui fait aussi une réussite par rapport à ses valeurs, par rapport à la mission qu'on veut porter dans la communauté. Alors oui, effectivement... vous êtes un exemple à... En tout cas, je vous rends hommage parce que je disais, vous êtes veuve, vous avez occupé des rôles quand même majeurs en Haïti, dans des différents ministères. Vous êtes arrivé ici en 2000... Il va avoir une vingtaine d'années, puis tout de suite, vous avez pris une place dans le milieu, donc c'est notable. Comment vous avez fait pour passer à travers ces drames-là ou ces difficultés-là? Parce que vivre un deuil, après ça, se déraciner de son pays d'origine, c'est quand même des défis majeurs. Qu'est-ce qui explique
cette réussite dont vous évoquiez tantôt? Je vous dis que c'est très dur. C'est très dur et c'est comme un deuil. Jamais un deuil va finir totalement. Comme des cicatrices, là. En profondeur, on va avoir une certaine guérison, mais on va sentir encore la blessure. Cependant, la résilience doit être justement présente. Je suis quelqu'un qui est résiliente, mais pas résignée. C'est-à-dire que moi, je sais qu'est-ce que je veux. Je dois vivre, tant pour moi, tant pour ma fille, à l'époque qui avait 4 ans et demi. Ah, donc quand vous avez quitté, vous aviez un C'est ça, enfant quand avec vous. mon mari fut assassiné comme professionnel, formé à l'extérieur. C'est quelqu'un d'ailleurs qui a fait Sorbonne, qui était spécialiste dans sa profession. OK. À l'époque, tentative de coup d'État après le retour d'Aristide en 2001, 28 juillet 2001, on l'a assassiné. Wow. Et je n'ai pas eu de justice, je n'ai pas eu de réparation, sauf que je sais, aujourd'hui, mon parcours m'a permis justement de passer à travers. Aujourd'hui, je suis la personne citoyenne ici, au Québec, qui m'implique, qui a travaillé dans la gouvernance communautaire. Je viens de monter une entreprise Nouvelle Élan Immobilier dans la Naudière. Depuis 20 ans, je suis dans la Naudière. Je suis porte-parole du mois de l'histoire des Noirs. J'ai eu des médailles l'année dernière. Oui, c'est ça, vous aviez une période de médailles. La médaille du Parlement du Canada. J'ai été honorée. Je travaille beaucoup. Vous êtes directrice adjointe de la Maison d'Haïti aussi? Effectivement, c'est mon parcours aussi. Alors, je suis courtier immobilier, femme entrepreneur. Et c'est beaucoup, mais ce beaucoup-là que j'ai reçu, que je donne, je prends ma place. J'ai beaucoup travaillé aussi. J'ai travaillé parce que je sais, au-delà d'une réussite personnelle, il faut avoir aussi un impact collectif. Et c'est ce que je veux apporter, que ce soit pour les femmes monoparentales à l'époque comme moi, que ce soit... Je travaille aussi avec les familles qui ont eu des problèmes avec la DPJ. Je suis devenue famille d'accueil. Aussi, présentement, j'ai ma petite cocotte de 16 ans qui est québécoise, pure laine. Et j'ai une fille que j'ai portée, mais c'est la famille. C'est la famille. Alors, c'est ça ma contribution. Puis pourquoi vous avez décidé de vous installer dans la Naudière? Ah, ça, c'est une histoire avec une anecdote. Moi, je suis quelqu'un qui a de l'ambition d'aller beaucoup plus loin que la réalité. Fait que quand j'ai déménagé en Haïti, j'ai décidé très tôt, je vais acheter ma maison. 6 mois après, j'ai acheté ma maison. Et la première place que la Naudière, j'étais à Montréal, résidente à Montréal. La première place que j'ai visitée, c'était La Plaine. Et coïncidence, en termes anecdotes, la place que j'ai laissée en Haïti s'appelait La Plaine. Fait que pour moi, c'était déjà un chez-soi. C'était un cri du cœur. J'ai laissé La Plaine, maintenant je suis à Terrebonne, la ville, là. Et je ne pense pas que je vais laisser la Vous êtes confortable ici, j'adore. Vous êtes enraciné chez nous, là, dans le fond. J'adore. Si on revenait un peu à l'origine puis l'importance du mois de l'histoire des Noirs, d'où ça vient, ce concept-là, ce mois-là? Est-ce que vous avez... Mais le mois de l'histoire des Noirs, on va avoir 100 ans aux États-Unis depuis on célèbre ce mois, en 1926. Et ici, au Canada, on va avoir 31 ans. Environ, c'était en 1995, notre sénatrice Jean-Augustine a proposé le mois d'histoire des Noirs. Et ici, dans la au Québec? Ici, au Québec, on a décidé en 2006 de vraiment rendre ce mois officiel par l'Assemblée nationale. Exactement. Alors, c'est un mois vraiment d'hommage, comme je disais tantôt, de contribution. Et c'est un mois qu'on parle beaucoup de vivre ensemble. Mais le vivre ensemble, dans l'humilité, dans la bienveillance, dans la reconnaissance du parcours de tout le monde, parce que c'est ça aussi, hein, c'est quelqu'un qui va venir de l'extérieur, qui va contribuer de la richesse collective. Collective, effectivement. Puis, il y a un événement prochainement qui va se tenir, la kermesse. Alors, il y a beaucoup d'activités.
Et je tiens à rappeler aux téléspectateurs, quand on parle du mois de l'histoire des Noirs, on parle d'une activité ou des activités pour tout le monde. C'est porté par la table, c'est porté par la population afrodescendante, mais les activités sont des activités collectives. Il va y avoir beaucoup d'activités qui vont se passer également à Repentigny. Il va y avoir des activités à Terrebonne. Et la kermesse, ça, c'est une activité à ne pas manquer. La kermesse du monde qui s'appelle? La kermesse du monde, c'est une activité familiale. Il va y avoir des ateliers interactifs. Il va y avoir des comptines. Il va y avoir un défilé de drapeaux de plusieurs pays. Il va avoir... Donc, ce sont des gens originaires de différents pays qui vont venir, j'imagine, déployer leur drapeau national. Il va y avoir de la musique, il va y avoir des kiosques, des échanges, la bouffe. Il y a une partie qui sera... La date, c'est le 21. 21, qui est un samedi, je suppose, oui, un samedi. Le 21 février. Oui, 21 février. Oui. Ça se tient au Centre Angora de Terrebonne. C'est ça, oui. Pendant la journée. Dans le gymnasium. Puis qu'est-ce qui rend cet événement unique? C'est que ça a la saveur mais parce particulière, la vôtre. Justement, parce que quand on parle des parcours des pays afro-descendants, mais les cultures sont multiples. Même si Alma Mater, c'est l'Afrique, mais chacun a leur spécificité. Moi, je suis d'origine haïtienne. Donc, plus francophone. Et francophone, etc. Dans les Caraïbes, il y en a d'autres origines. L'Amérique du Sud, pareil. Voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est destiné pour la famille. C'est-à-dire que les grands-mères, mères, pères, enfants, c'est intergénérationnel. C'est toute une journée d'échange. Alors, c'est pourquoi on vous attend ici, à la Naudière, au Centre Angora, le 21, pour notre kermesse du monde. Bien, écoutez, merci beaucoup de votre visite parmi nous aujourd'hui à Vue d'ici. Ça a été très intéressant. On est rarement confronté à la réalité étrangère, immigrante. Donc, merci beaucoup de votre participation et de votre implication depuis 35 ans dans la communauté. J'invite donc les téléspectateurs à participer nombreux aux activités que vous proposez. Et il me reste simplement à vous remercier de votre présence parmi nous aujourd'hui et à la prochaine. Merci.